Alors, monsieur Pierre Mananti, bonjour. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre intitulé Histoire du gaullisme social, préfacé par Hervé Guémard, qui est président de la fondation du général de Gaulle, publié aux éditions Perrin. J'ai lu votre livre avec grand intérêt, parce que c'est une partie de l'histoire que je maîtrise moins, et je ne vous cache pas que j'ai appris beaucoup de choses, et j'aimerais avoir votre avis sur différents éléments. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous vous définiriez comme gaulliste? Alors, je crois qu'il ne faut pas forcément être gaulliste pour écrire sur le gaullisme. Moi, je me définis d'abord comme historien du gaullisme, spécialiste de cette période par mes études et puis par les différents travaux que j'ai pu faire ces dernières années, notamment auprès de la Fondation Charles de Gaulle que vous avez citée il y a quelques instants et qui est présidée par Hervé Guémard. Alors, je voudrais revenir sur le titre. Quand vous dites histoire du gaullisme social, est-ce que ça veut dire qu'il existe un gaullisme non social? C'est une très bonne question. En fait, ça ramène à ce qu'est la définition du gaullisme. Le général de Gaulle a toujours souhaité de son vivant éviter de définir le gaullisme, ce qui fait qu'il est très difficile pour les politologues, les historiens aujourd'hui de dire ce qu'a été le gaullisme. Euh, Moi, je le résume comme étant la pensée et l'action du général de Gaulle. Et donc, en tant que tel, si on se limite à la vie du général de Gaulle, vie politique jusqu'en 1969 et puis vit en tant que tel jusqu'en 1970, le gaullisme est par essence social parce que c'est tout l'objet de ce livre. Le général de Gaulle est traversé par une inquiétude, une interrogation sur la question sociale qui s'explique de différentes manières. Et donc, on aurait pu appeler ça histoire du gaullisme, entre parenthèses sociale. Dès lors qu'on définit le gaullisme comme une pensée qui a survécu au général de Gaulle, qui a été repris, qui a nourri et avancé, effectivement, certains des tenants post-1969 ont défini d'autres gaullismes, un gaullisme libéral, un gaullisme souverainiste. Et donc, le gaullisme social est une de ces chapelles, est une des familles gaullistes. Et ça désigne à la fois la dimension sociale du gaullisme à l'époque du général de Gaulle, et puis un courant marqué par cette question avec un souci particulier, peut-être l'aile gauche du gaullisme après la disparition du général. Très bien. Dans la préface, monsieur Guémard, il dit la chose suivante: le social, entre guillemets, n'existe pas de manière autonome dans la pensée gaullienne. Il poursuit, et pourtant, il est présent dans chaque décision. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point qui me semble appeler un commentaire? Oui, alors je pense, je fais une lecture de texte, mais que ce qu'Hervé Guémard a voulu écrire par là, et on a eu l'occasion d'en parler, c'est que le général de Gaulle n'a jamais pris la question sociale comme un objet solitaire. La question sociale, c'est d'abord pour lui un élément d'un grand tout, le grand tout étant la société. Pourquoi le général de Gaulle pense la question sociale? Parce que son milieu d'origine, son éducation lui font se rendre compte qu'autour de lui, un certain nombre de milieux ouvriers, mineurs sont touchés par la crise, par l'industrialisation, par la misère. Et donc, il faut un accompagnement social à la situation économique de ces personnes. Pourquoi la question sociale revient à nouveau dans la vie du gaullisme? Parce que lorsque le général de Gaulle est à Londres, qui construit une France politique, la question sociale est un élément important pour ramener à lui la gauche. Pourquoi le général de Gaulle, en 1958, remet cette question? Parce que dans la transformation du pays, qui est en train de perdre ses colonies, de vivre un boom économique avec les Trente Glorieuses, et bien la question du progrès social fait partie de cette réflexion. Donc, la citation que vous avez donnée, finalement, elle montre que le général de Gaulle n'a jamais voulu traiter la question sociale pour la question sociale en tant que telle. Il a toujours considéré la question sociale comme un élément d'un grand tout, ce grand tout étant la société heureuse qu'il a appelée de ses voeux et pour laquelle il a consacré la plus grande partie de sa vie politique. Merci. Alors, dans votre introduction, vous dites de nos jours, le gaullisme est en effet devenu une valeur refuge de la classe politique française, antonyme de la politique politicienne. Il incarne une certaine noblesse de la vie publique. Être gaulliste, c'est ainsi s'attacher à la lettre de la Constitution de 1958, se rappeler aux heures fondatrices de notre régime républicain. C'est pourquoi le gaullisme inspire le respect unanime de l'ensemble des partis de droite comme de gauche. Alors, ma question va être la suivante. Est-ce que ce n'est pas dérangeant qu'un courant politique puisse être revendiqué par l'ensemble du spectre politique? Alors, ça pose une vraie question, vous avez tout à fait raison. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette référence générale au gaullisme qu'on entend dans la bouche de toutes les personnalités politiques aujourd'hui? Ça veut dire que le gaullisme est encore un horizon indépassable de la vie politique française. On considère le gaullisme comme l'état parfait de la politique. Vous disiez il y a un instant, l'antonyme de la politique politicienne, finalement,
face à une classe politique et à une vie politique qui est très critiquée par de nombreux citoyens, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Évoquer le gaullisme, c'est évoquer une forme noble de la politique, un engagement sincère et les grandes heures de la Ve République et de la France de manière générale. Alors, ce qui est dérangeant, vous avez raison de le souligner, c'est que le gaullisme et le général de Gaulle se sont toujours positionnés sur l'échiquier politique français, en dépit de son rêve de rassemblement de tous les Français, en dépit de son souhait de n'être ni de gauche ni de droite, mais d'être au-dessus des partis. Le général de Gaulle a toujours été classé à droite et a travaillé avec le centre droit, la droite catholique et traditionnelle, et puis la droite libérale au moment de son retour au pouvoir en 1958. Le fait est que cette référence politique, le général de Gaulle, c'est d'abord un animal politique avec un projet politique pour le pays, est devenu un symbole historique, un symbole institutionnel. Quand j'écris dans cette introduction que être gaulliste, c'est se rappeler à la Constitution de 1958, finalement, être gaulliste, c'est plus seulement les idées politiques du général de Gaulle, c'est le régime politique qu'il a créé dans lequel la gauche se retrouve aussi. Et donc, il y a eu progressivement, à partir de 1981 et la victoire de François Mitterrand, une adoption, une généralisation de la pensée gaulliste qui n'était plus seulement une pensée politique, mais qui était devenue une pensée institutionnelle, grand public et donc tout parti. Et donc, il y a à la fois deux mouvements qui ne sont pas contraires, mais qui se complètent. Un mouvement d'historisation du gaullisme, ça n'est plus qu'un parti politique, ça devient une référence historique et donc on peut de droite comme de gauche s'y référer. Et en même temps, une volonté d'une partie des gens qui n'ont pas participé au programme du général de Gaulle, que ce soit la gauche qui s'est opposée à lui politiquement. On peut rappeler le livre François Mitterrand en 1963, Le coup d'État permanent, qui dénonce le projet gaulliste, ou l'extrême droite, qui a tout fait, y compris jusqu'à attenter à la vie du général de Gaulle, et vous pourrez parler de l'attentat du Petit Clamart. Il y a, de la part de ces deux pôles politiques, une volonté de capter cet héritage gaulliste parce qu'il est devenu unanime dans la société française et parce que finalement, se dire gaulliste, c'est devenu une sorte de formule magique de la réussite politique en France. Peut-être que nous y reviendrons. Avant de vous poser une question sur le général de Gaulle d'un point de vue anthropologique, social, familial, j'aimerais revenir une dernière fois sur le gaullisme. Tout le monde connaît ce grand livre de René Raymond, Les droites en France. Il classe trois droites, la droite légitimiste, la droite orléaniste et la droite bonapartiste. Alors là, c'est ma thèse personnelle. Je vous en fais part, j'aimerais avoir votre avis. Je pense que René Raymond s'est trompé pour la simple bonne raison que, pour moi, la droite, c'est le légitimisme. L'orléanisme, ça serait plutôt un centre-gauche et le bonapartisme, un extrême-centre. Et comme souvent les gens font une filiation entre le gaullisme et le bonapartisme, est-ce que vous serez d'accord pour classer plutôt le gaullisme dans un espèce d'extrême-centre plutôt que de le considérer à droite? Alors, votre question nécessite plusieurs développements. D'abord, le premier, c'est la filiation entre le gaullisme et le bonapartisme. C'est une filiation avérée dans les théories, dans les faits, et par ailleurs, si vous me permettez la parenthèse, justement, cette dimension sociale du gaullisme renforce ce lien entre bonapartisme et gaullisme parce que les idées desquelles le général s'est inspiré, et on pourra en parler dans un instant, remontent et trouvent justement une origine dans un certain nombre de théories développées, en particulier sous le Second Empire. Moi, je comprends le positionnement que vous donnez sur ce grand centre. Finalement, on pourrait dire que le gaullisme comme grand centre, c'était un petit peu son dessein. Général de Gaulle, 1965, la France, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. Discours de Bayeux, 1946, discours d'Épinal, 1947, le chef de l'État au-dessus des partis, au-dessus des factions. Les premiers partis du général de Gaulle, l'Union gaulliste qui crée en 1946 et ensuite le Rassemblement du peuple français en 1947, se placent comme une forme de grand centre qui agrège des gens de gauche, des gens de droite qui se retrouvent dans un centre gaulliste. Donc, il y a en tout cas dans la volonté politique, dans le projet gaulliste, une volonté de grand centre. Après, dans les faits, là, l'historien doit reconnaître que le positionnement du gaullisme a plutôt été à droite parce que la sociologie politique de ceux qui se sont dit gaullistes et de ceux qui ont rejoint l'aventure gaulliste, c'est d'abord une sociologie d'hommes de droite. Pour ceux qui avaient un parcours avant la guerre, et les hommes de gauche ont finalement été une minorité influente. C'est tout l'objet de ce livre, de montrer comment ces hommes de gauche ont fait peser certaines idées sociales et certaines idées de gauche dans le gaullisme, mais le centre de gravité du gaullisme reste à droite, et pour moi, ça reste un parti effectivement classable à droite.
Eh bien, écoutez, merci de ces précisions, de ce développement très intéressant. Il y a un point qui est intéressant dans votre livre, c'est avant de parler, enfin, de traiter du gaullisme en tant que tel, vous revenez sur les origines sociales et familiales du général de Gaulle. Et c'est vrai que c'est toujours pertinent de comprendre dans quelle atmosphère il a vécu, notamment pour aussi évaluer l'influence de son milieu social. Et on s'aperçoit que ça soit son papa ou même ses aïeux, notamment son grand-père, ils ont fortement été influencés par les catholiques sociaux et les catholiques monarchistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, le général de Gaulle, il est d'abord le produit de son milieu et en particulier de l'éducation de son père, Henri de Gaulle, qui est enseignant dans un certain nombre d'établissements jésuites, qui a vécu la Commune de Paris et notamment les exactions de la Commune de Paris. Il était officier, il a été chargé de disperser un certain nombre d'émeutes et il a perdu des amis, notamment un de ses mentors, un prêtre jésuite qui s'appelait le père Olivin, Pierre Olivin. Et très marqué par cela, il rencontre, il lit et il est interpellé par des écrits d'un certain nombre de ces catholiques sociaux, vous avez raison de les mentionner, ces monarchistes qui pensent que l'Église doit avoir un discours politique, le chrétien est aussi un citoyen dans la cité, il a un rôle, et ce rôle, c'est notamment un rôle de charité, un rôle d'entraide, un rôle de souci des plus miséreux. Pourquoi est-ce que les monarchistes de la fin du XIXe siècle développent cette idée? Parce qu'ils se disent qu'aurait pu être évitée la catastrophe politique et humaine de la Commune de Paris si une attention avait davantage été portée à ces ouvriers, à ces personnes qui souffrent. Et en réalité, c'est un mouvement qui naît au début du XIXe siècle. C'est l'abbé Le Bonruc qui en est un des premiers défenseurs dans les années 1820. Et puis, ce sera ensuite Joseph de Maistre, parmi d'autres, Louis de Bonald, qui vont faire vivre ce courant finalement à l'origine de la droite sociale, à l'idée que le politique doit aussi avoir ce souci du plus pauvre. Et donc, le père du général de Gaulle est marqué par cette idée, par ce souci. Il transfère et il transmet à ses fils ce souci de l'autre. Et la pensée sociale du général de Gaulle tire vraiment son plus intime et ses plus profondes origines de ce catholicisme social. Et puis, il y a différentes rencontres, notamment le général de Gaulle est très proche dans sa vie de son oncle maternel, qui est aussi son parrain, qui s'appelle Gustave de Corbie, qui est un des défenseurs du catholicisme social dans les années 1910, 1920, 1930. Et ce monsieur, avec d'autres, participe à la popularisation du catholicisme social dans les campagnes. Il organise des universités itinérantes où il se rend avec un certain nombre de prêtres dans les campagnes pour sensibiliser les gens au fait que l'Église n'a pas seulement un discours spirituel, elle a aussi un discours politique, mais politique au sens public du rôle du chrétien dans la cité. Je reviens sur cette expression, mais qui est très importante pour le général de Gaulle. Sa foi est une ligne de conduite, est un chemin dans son cheminement politique. Donc cette éducation et cette croyance catholique nourrissent ces inquiétudes sociales et finalement les réponses qu'il cherche à apporter à la société. Et pour faire une ligne directe vers les premières actions très concrètes du général de Gaulle à la Libération, lorsqu'il crée le gouvernement provisoire de la République française, il y associe des communistes, des socialistes et un grand parti qui vient de naître en 1944, le MRP, qui est le Parti démocrate chrétien français, et il s'y associe parce que c'est le mouvement dans lequel il se reconnaît le plus, c'est le mouvement dont il partage le plus d'idées, mouvement de droite, mais avec ce souci justement social. Écoutez, merci. Alors, votre livre est très riche. Alors, on ne pourra pas aborder tous les aspects. Et donc, je fais un saut dans le temps, si vous me permettez. Bien sûr. Parce que vous avez un titre de chapitre, c'est Londres, berceau d'une certaine idée sociale. Donc là, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Charles de Gaulle est en Angleterre, etc. Et donc, vous racontez tout ça très bien. Il y a déjà des mesures qui sont prises dès 1944. Et moi, il y a une mesure sur laquelle j'aimerais revenir pour avoir votre avis en tant qu'historien justement du gaullisme, historien des idées politiques. Euh, vous citez plusieurs idées et il y en a une que vous citez, c'est de dire, enfin une des réformes, pardon, c'est le droit de vote des femmes le 21 avril 1944. Est-ce que donner le droit de vote des femmes dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, le pays est encore occupé, etc., est-ce que c'est vraiment une mesure sociale?
Alors, c'est une mesure, en tout cas, de progrès sociétal. Pourquoi De Gaulle, d'abord, est-ce que c'est une idée gaulliste? Et ensuite, pourquoi De Gaulle la prend? C'est une idée qui est assez populaire à travers un certain nombre de personnalités et de courants politiques. Elle est portée au Parlement par un gaulliste et par un communiste. Elle est coportée, cette proposition de réforme. Donc, ça montre bien qu'elle traverse le spectre de la vie politique française d'après-guerre, ou en tout cas de période de libération du pays, puisque vous le rappelez, ces réformes sont mises en place alors que le pays est encore soumis dans certaines zones à l'occupation et la guerre n'est pas tout à fait terminée. Pourquoi le général de Gaulle la met en œuvre? D'abord, parce qu'il a pu mesurer la place très importante des femmes dans la résistance extérieure à Londres, dans les colonies, mais aussi dans la résistance intérieure. Donc, il y a une forme de remerciement, de reconnaissance de leur participation à la libération du pays et donc à sa vie politique future. Et puis ensuite, parce qu'il y a aussi une forme de calcul politique. Le général de Gaulle, c'est un animal politique, en plus d'être un chef de guerre. Et donc, il est très inquiet que le vote ouvrier amène les communistes au pouvoir après la guerre, dont il ne partage pas un certain nombre d'idées. Il va d'ailleurs quitter le pouvoir avec fracas en janvier 1946 par désaccord avec les communistes. Et donc, il espère, en donnant le droit de vote aux femmes, qu'elles renforceront, qu'elles voteront plutôt pour des hommes politiques de droite ou de centre-droit, et donc qu'elles rééquilibreront l'équilibre futur des pouvoirs dans la France libérée. Donc, c'est assez intéressant et je trouve que c'est aussi ça la richesse des ouvrages modernes sur l'histoire du gaullisme. Le mien en est un, mais d'autres y contribuent aussi. C'est que contre une image un petit peu mythique du général de Gaulle, on a aujourd'hui suffisamment de recul pour dire que certaines des réformes qu'il a faites sont des réformes de progrès et importantes, mais elles ont été aussi conduites dans un cadre politique et donc parfois avec des calculs, des accords, des ententes et des désaccords sur le plan politique, et le droit de vote des femmes en fait tout à fait partie. Il faut aussi toujours rappeler le contexte en histoire, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est qu'en 1945, grosso modo, les communistes représentaient à peu près 30% du corps électoral. Donc on ne pouvait pas faire comme s'ils n'existaient pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Alors, voilà. mais peut-être sur ça, parce que c'est d'ailleurs très intéressant, le général de Gaulle, lorsqu'il crée le gouvernement provisoire en 1944, il minimise la part des communistes, parce qu'on ne sait pas vraiment, avec la guerre, quel est encore le poids politique des communistes au lendemain de la guerre. Et puis, il y a des élections législatives en octobre 1945 qui donnent une large victoire aux communistes, et le général de Gaulle est forcé d'intégrer les communistes à son gouvernement, 5 ministres qui rentrent dans son gouvernement. Il ferraille, il n'en veut pas des postes stratégiques, il est inquiet de leur rôle. Vous l'avez rappelé, vous l'avez dit, il faut rappeler le contexte. On n'est aussi pas encore tout à fait au début de la guerre froide, mais que va devenir l'Union soviétique? Dans quel rapport va-t-elle se mettre à l'Europe, aux États-Unis? Donc, ces ministres communistes seront-ils français ou d'abord communistes et donc liés à l'Union soviétique? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a donc un gouvernement commun qui se met en place, gouvernement dans lequel le général se retrouve si peu que quelques mois plus tard, il s'en va, parce qu'il n'a pas su gouverner avec les communistes. Donc, le vote populaire et les élections de 1945 ont forcé à l'intégration des communistes dans un machiavélisme particulier. Si vous me permettez une anecdote, mais qui ramène au sujet du gaullisme social, le général de Gaulle défend à la libération la création des comités d'entreprise, donc la juste représentation des salariés, parce que dans l'idée qu'il développe pendant la guerre, dans un certain nombre de discours, notamment le discours d'Oxford en 1941, dont on vient de fêter fin novembre le 80e anniversaire, il insiste sur ce rôle de l'entreprise dans laquelle il n'y a pas seulement le patron et les employés, mais il y a un comité d'entreprise dans lequel tout le monde se retrouve et dialogue, le dialogue social. Et les communistes ferraillent durement à l'Assemblée nationale, à l'époque ça s'appelle la Chambre des députés, ils sont contre cette idée, ils militent contre, ils huent le général de Gaulle, ils le forcent même à quitter la salle. Et les mêmes ministres communistes qui intègrent le gouvernement sont obligés de reprendre cette idée et la défendent. Donc, ça montre cette conviction profonde qu'avait le général de Gaulle sur certains sujets sociaux. Il les a défendus avant même que la gauche ne vienne travailler avec le gouvernement. Et ça montre, à l'inverse, la posture politicienne de certains ministres communistes à la Libération qui sont contre les réformes du général quand ils sont dans l'opposition et dès lors qu'ils sont au gouvernement, les reprennent et s'en font les défenseurs. La réelle politique. On va enjamber l'histoire. Donc, grosso modo, de 1945 jusqu'à la mort du général de Gaulle, il y a deux aspects qui m'ont marqué dans votre livre, parce que vous en parlez très bien, puis vous racontez ça d'une manière très pédagogique. Enfin, c'est très intéressant.
il y a deux aspects dans ma question. Le premier aspect, c'est qu'au sein du gaullisme, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de débats, et parfois des débats, vous me pardonnerez l'expression, un peu sanglants, si je puis dire. Alors, métaphoriquement, bien sûr, mais il y a eu quand même des gros débats. Et le deuxième aspect, il y a un point qui m'a étonné, j'en reviens là, pour poursuivre sur la question de tout à l'heure. Vous parlez souvent dans votre livre de gaullisme de gauche, durant cette grande période, et de gaullisme de droite. Donc, Monsieur Mananti, est-ce que vous pourriez revenir rapidement, ou pas, hein, si vous voulez développer, allez-y, hein, sur tous ces débats internes qu'il y a eu dans le gaullisme, à fleur mouchetée, à couteau tiré, et également comment vous définiriez le gaullisme de gauche et le gaullisme de droite? Alors, d'abord, donc, le général de Gaulle quitte le pouvoir, 1946, crée son parti, 1947, et très rapidement doit choisir comment se positionner politiquement. C'était une des premières questions que vous m'avez posées. Est-ce que le gaullisme est plutôt au centre, plutôt à droite? Est-il même plutôt à gauche, comme certains à l'époque voudraient le défendre? Et le général de Gaulle se brouille avec les démocrates chrétiens du MRP, qui, eux, veulent rester au gouvernement avec les socialistes et les communistes. Et donc, il décide de créer ce grand parti, ce rassemblement du peuple français, qui doit enjamber tous les partis politiques. Donc, finalement, il refuse le positionnement politique. Alors, du coup, coexistent au sein de ce grand parti gaulliste des gens qui poussent des idées de gauche, des gens qui poussent des idées de droite, et vivent dans un même parti et dans un même courant philosophique et politique des gens avec des ambitions, des idées, des philosophies contraires. C'est la première émergence, c'est les premières traces politiques du gaullisme social, c'est-à-dire de ceux qui défendent au sein de la famille gaulliste l'importance des questions de progrès, de société, des réformes sociales sur l'entreprise, sur l'actionnariat ouvrier, sur les retraites, etc. Et ce courant va vivre jusqu'en 1958 à travers un certain nombre de chapelles qui sont présentées dans le livre, l'Action ouvrière, les comités de jeunes de Jacques Doher, et je ne reviens pas dans le détail, mais le lecteur intéressé pourra trouver tout le récit de ces différents groupes et leur poids dans les combats internes au gaullisme. Et puis, 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir, et parmi les premières mesures qu'il met en place, justement, il revient sur ces questions sociales. Le général de Gaulle, 1959, janvier 1959, donc une des toutes premières mesures qu'il met en place, des ordonnances sur la participation et l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise. 1961-1962, le général de Gaulle, avec Michel Debré, c'est la réforme des retraites agricoles. Quel accompagnement, quelle solidarité avec les vieux agriculteurs. 1966-1967, c'est la question des indépendants. 1965, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est à nouveau un grand débat social et sociétal sur cette question de l'intéressement qui travaille l'esprit et la vie du gaullisme. Donc, cette question sociale, elle est très présente, elle existe au sein de la famille gaulliste. Et ça me permet de répondre à votre question, puisque apparaît à partir des années 60, je vous ai beaucoup parlé de gaullisme social jusqu'à présent, apparaît le gaullisme de gauche. Moi, je fais un distinguo très important dans ce livre entre le gaullisme social, c'est-à-dire ceux qui, au sein de la famille gaulliste, auprès du général de Gaulle, défendent ces idées de gauche, ces idées sociales, ces idées de progrès, et puis ceux qui, progressivement, à partir de 1965, puisqu'il y a l'élection présidentielle que pose le général de Gaulle à François Mitterrand, et véritablement à partir de 1969, une fois que le général de Gaulle a disparu, ceux qui vont quitter la droite française, qui vont rejoindre la gauche, qui vont soutenir ces candidats et qui vont se mettre dans une opposition au gaullisme. Alors, parmi les premiers gaullistes de gauche, en 1969, on retrouve des gens comme René Capitan, Louis Vallon, des parlementaires historiques. René Capitan, il a été garde des Sceaux du général de Gaulle. Et lorsque Georges Pompidou devient président de la République, il publie en première page de son magazine Résistons. Résistons à Georges Pompidou, qui n'est pas le vrai héritier, qui est un fossoyeur du gaullisme, qui est un libéral, alors que l'esprit profond du général de Gaulle était un esprit social et ouvert. Et puis on aura plus tard dans l'histoire des personnalités comme Jean Charbonnel, qui était ministre du général de Gaulle et ministre de Georges Pompidou, qui vont eux carrément soutenir des candidats de gauche, participer au programme commun de la gauche. Alors Jean Charbonnel a un parcours très riche sur lequel je reviens de nombreuses fois dans ce livre, parfois à gauche, parfois à droite, au gré justement de l'actualité et des changements politiques, mais c'est le distinguo entre ceux qui vont loyalement et fidèlement au sein de la droite française et de la droite gaulliste défendre ces idées sociales, et à des terrains plus récents, on trouvera des noms comme Christian Poncelet, Philippe de Chartres, Philippe Seguin, et puis ceux qui vont à l'inverse, les gaullistes de gauche, quitter la famille gaulliste, quitter la droite française et porter une partie de cet héritage gaulliste auprès de la droite. Auprès de la gauche, pardon, lapsus révélateur. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné avant de lire votre livre. Pardon, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné avant de lire votre livre,
c'était le fait que Charles de Gaulle ait choisi comme héritier au dauphin Georges Pompidou. Et en fait, en lisant votre livre, j'ai encore été plus étonné parce que j'ai vraiment découvert beaucoup d'aspects sur le gaullisme social. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur du général de Gaulle de prendre l'ancien directeur général de la banque Rothschild, alors on ne va pas parler forcément de la présidence, mais comme héritier du gaullisme, prendre un directeur général d'une grande banque, enfin du gaullisme social, est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe ou une incohérence, ou clairement, disons-le, une erreur? Il faut d'abord rappeler que Georges Pompidou s'est imposé comme l'héritier du général de Gaulle en 1969. Il n'a pas été désigné à l'issue d'un processus ou d'une réflexion. Georges Pompidou, c'est le collaborateur, le fidèle historique du général de Gaulle, qui est tour à tour son directeur de cabinet, son Premier ministre, qui le suit fidèlement, qui s'oppose à lui sur quelques questions, parmi lesquelles les questions du gaullisme social, c'est de la participation, mais c'est d'abord un proche. Et puis, il y a cette rupture. Moi, j'y reviens dans le livre. À partir de 1967, le général de Gaulle veut créer une distance avec Georges Pompidou. Il veut choisir Maurice Couve de Murville, qui est son inamovible ministre des Affaires étrangères, mais Maurice Couve de Murville est battu aux élections législatives 67, donc il ne peut pas procéder à ce changement politique, mais c'est la première rupture. Et puis 1968, la crise amène au changement de Premier ministre à Matignon, et général de Gaulle profite justement de cette seconde opportunité en 68 pour choisir Maurice Couve de Murville comme son nouveau Premier ministre et son nouveau bras droit dans les affaires publiques. Et entre 68 et 69, à la fois l'échec du référendum, la personnalité de Maurice Couve de Murville font que le général de Gaulle n'arrive pas à en faire un héritier. Il a eu vis-à-vis de Michel Debré une dispute très dure, notamment sur la question de l'Algérie française, qui avait amené à son départ en 1962. Et Georges Pompidou, qui est devenu député, intervient donc dans cette temporalité en 1969 comme un homme qui connaît les parlementaires, qui connaît les élus locaux, un ancien Premier ministre qui connaît bien les dossiers publics, un homme d'une certaine jeunesse aussi, toute chose égale par ailleurs, mais par rapport à un personnel politique plus âgé. Donc, il n'y a pas vraiment eu de choix du général de Gaulle, il y a eu un état de fait. Vous disiez tout à l'heure la réelle politique, le mot est très juste, il y a eu une réelle politique en 1969, et certains des hommes de gauche du gaullisme à l'époque ont d'ailleurs voulu pousser une candidature contraire, celle de René Capitan, qu'on a évoquée il y a quelques instants. Son nom, bruit, s'est évoqué pendant quelques temps, et très rapidement, les grands barons du gaullisme disent à Capitan il faut faire unité derrière Georges Pompidou, allons-y, faisons-lui confiance. Et donc, René Capitan accepte de ne pas déposer sa candidature, mais il a été en 1969 approché par un certain nombre de personnes qui disaient tu représentes plus le gaullisme par ta personnalité et justement ton souci des questions sociales. Donc ça montre ces combats internes, et un des soucis que j'avais aussi en faisant ce livre, c'est que pendant des années, pendant mes études, pendant mes recherches, j'avais eu un petit peu l'image d'un gaullisme lisse, au sens d'une période gaulliste où tout le monde aurait été unanime derrière le général de Gaulle. Il y aurait eu finalement peu de débats, une forme de culte d'autorité et d'unité au sein du parti. Alors qu'en réalité, quand on travaille sur les archives nationales, les archives de la Fondation Charles de Gaulle, un certain nombre d'archives privées, on voit qu'il y avait une très grande richesse des débats et des combats féroces parfois au sein même du gaullisme entre des tenants de l'aile gauche, anciens communistes, anciens socialistes, démocrates chrétiens, et puis des tenants d'une aile plus droite, des libéraux, parmi lesquels vous avez cité Georges Pompidou, mais on pourrait aussi citer Jacques Rueff, qui a été un des grands spécialistes de l'économie à cette époque gaulliste. Parce que dans votre ouvrage, le titre du chapitre s'appelle Pompidou, virgule, fossoyeur du gaullisme social, point d'interrogation, 1969-1974. Alors, la réponse à votre question, a-t-il été le fossoyeur ou pas? Non, alors je crois qu'il y a eu un mythe, qui a été construit politiquement de Georges Pompidou comme un opposant général au général de Gaulle, alors que la brève biographie que j'ai refaite avec vous il y a quelques instants montre que c'est d'abord un homme dont la vie et la carrière a été dictée par sa fidélité au général de Gaulle. Et il a été très meurtri personnellement de sa rupture avec leur général de Gaulle, de leur dispute. Il l'a très mal vécu parce qu'il lui avait consacré sa vie politique et certaines de ses plus belles années. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi à dessein ce point d'interrogation en disant, bon, c'est un petit peu, ça fait partie de la mythologie politique, cette idée que Pompidou, ancien banquier de chez Rothschild, libéral, Premier ministre en rupture avec De Gaulle, aurait tourné une page. Moi, je crois qu'au contraire, il a été un des continuateurs du gaullisme.
y compris du gaullisme social, en choisissant Jacques Chaban-Delmas comme Premier ministre à Matignon, en mettant en œuvre avec lui un certain nombre de réformes sociales dans les années 69, 70, 71. Donc, il n'y avait pas de désintérêt de Georges Pompidou pour la question sociale, mais une partie des gaullistes historiques vont créer ce mythe du gaullisme trahi, de l'héritage trahi. Et c'est ce qui va donner en 1974, au moment où Jacques Chaban-Delmas veut se présenter et est battu par Valéry Giscard d'Estaing, avec le soutien de Jacques Chirac et de 43 députés et ministres qui trahissent la famille gaulliste, qui choisissent de soutenir Valéry Giscard d'Estaing contre Jacques Chaban-Delmas. Eh bien, ces gaullistes sociaux, ces gaullistes de gauche qui sentaient déjà l'héritage gaulliste trahi en 69 par Pompidou, le voient doublement trahi en 74 par Giscard d'Estaing, et ça explique cette entrée du gaullisme social et du gaullisme de gauche dans une opposition féroce à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, oui, d'ailleurs, c'est la suite de votre livre, Les gaullistes d'opposition. Il y a un point aussi que je trouve intéressant, donc j'aimerais avoir votre avis, c'est que Charles de Gaulle, contrairement à d'autres chefs d'État dans l'entre-deux-guerres, qu'on ne va pas citer, en Allemagne, en Italie, ou même des chefs d'État plus loin en URSS, n'a pas écrit un vrai livre de doctrine. Et donc, à lire votre livre, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'après Georges Pompidou, qui a quand même bon an, mal an tenu le navire du gaullisme, on a l'impression d'une lente descente aux enfers du gaullisme. Et c'est là où je trouve qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que le gaullisme, j'ai l'impression que le gaullisme vit une descente aux enfers, et on va en reparler avec Giscard, Chirac, l'échec de Philippe Séguin. Donc, comme il n'y a pas de doctrine à proprement parler, mais plutôt une practice un peu comme le bonapartisme, tout le monde se revendique du gaullisme, mais d'un point de vue, on va dire, politique et intellectuel, on a l'impression que son influence elle fait que de reculer depuis la mort du général de Gaulle. Et en même temps, le paradoxe, c'est, on l'a dit au début du livre, tout le monde s'en réclame, gauche et droite confondues. Donc, comment vous analysez ça? D'abord, c'était aussi une des volontés que j'avais en écrivant ce livre. L'historien voulait présenter au grand public et à des confrères un sujet que je connaissais et une dimension méconnue du gaullisme. Et puis, le citoyen voulait apporter sa part au débat en disant ce qu'est le gaullisme et ce que n'a pas été le gaullisme. C'est aussi l'effet de ce livre, c'est que le manque d'une définition, l'absence d'une définition du gaullisme fait que aujourd'hui tout le monde s'en réclame sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Donc, ce livre, c'est un petit peu un manifeste de définition du gaullisme et j'allais dire un guide du réveillon dont on sait que les déjeuners et dîners sont souvent animés par les débats politiques et donc par tout un tas de gens qui vont dire qu'aurait fait le général de Gaulle en cette période. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément à votre question, oui, le général de Gaulle n'a jamais écrit de livre de doctrine politique. C'est d'abord un militaire. Les livres qu'il produit dans les années 30 sont des livres Oui. sur le rôle de l'officier, la mécanisation de l'armée. Et le général de Gaulle est un homme politique qui s'est construit sur le tard. Il a 50 ans pendant l'aventure de la France libre. Et il va tirer beaucoup d'amertume de son exercice politique du pouvoir. En 44, en 46, il quitte le pouvoir. Et puis, on l'a oublié, mais sous la 4e République, dans les années 50, le général de Gaulle crée son parti, donc en 1947. Et ce parti, en 1952-1953, disparaît. Il explose de manière interne parce qu'une partie de ses cadres ne partagent plus les idées du général et veulent travailler avec le pouvoir en place. Et le général de Gaulle aura cette phrase très dure en disant « ils sont allés à la soupe ». Donc, il y a une forme peut-être pas de dégoût, le mot est trop dur, mais en tout cas d'amertume du général de Gaulle vis-à-vis de ce qu'est la vie politique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il se désintéresse du parti gaulliste, de la question des héritiers, de la question de la définition du gaullisme. C'est que il est très amer d'avoir vu que finalement, une doctrine est-elle vraiment suivie? Les hommes politiques qu'il a connus ont plutôt suivi leur instinct et l'opportunisme politique que la fidélité à leurs idées. Donc après la disparition du général, le gaullisme, ça a d'abord été ceux qui avaient vécu avec lui. D'où le choix de Georges Pompidou, son Premier ministre, son plus fidèle collaborateur. Il est la meilleure incarnation du gaullisme puisqu'il est celui parmi ceux qui l'ont le mieux connu. Et donc, au fur et à mesure où les proches du général ont disparu, cette mémoire humaine du gaullisme, ceux qui pouvaient en être les défenseurs et les détenteurs, eh bien, à mesure qu'ils ont disparu, le gaullisme, effectivement, s'est doucement éteint. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Moi, je suis persuadé, c'est une conviction personnelle, que le gaullisme, c'est d'abord un cap et des orientations et que le gaullisme existe encore aujourd'hui sous des formes nouvelles, sous des interprétations. Ce n'est pas une réponse très précise à toutes les questions.
beaucoup des débats que nous avons aujourd'hui n'existaient pas du temps du général. Donc, le général n'a pas résolu toutes les questions existantes, mais il a fixé un certain nombre de grandes orientations, de caps, de lignes directionnelles que ceux qui se réclament aujourd'hui du gaullisme peuvent faire vivre. Et vous avez cité, ça fait peut-être le lien et le pont aussi en histoire, Philippe Séguin. Philippe Séguin, député des Vosges en 78, ministre des Affaires sociales en 86-88, justement, seconde moitié des années 80, veut réactiver le thème du gaullisme. On est quasiment 20 ans après la disparition du général de Gaulle, 1970-1990. Les derniers témoins sont en train de disparaître. Le souvenir du pouvoir gaulliste s'efface à mesure que le septennat giscardien, plus centriste, plus libéral, et puis le septennat mitterrandien de gauche, justement, ont effacé le souvenir du gaullisme. Et donc, Philippe Séguin essaye de redonner vie, redonner corps à cette théorie gaulliste. Mais évidemment, l'histoire et le monde ont changé. Donc, les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc, il y a une forme de nouveau gaullisme. Certains historiens parlent de néo-gaullisme, d'ailleurs, qui apparaît, qui est inspiré par la doctrine gaulliste, mais qui, en même temps, est aussi travaillé par des questions nouvelles. Et la position de Philippe Séguin sur la question européenne, notamment sur la question du traité de Maastricht en 1992, fait que ce néo-gaullisme n'est plus seulement un gaullisme de résistance, un gaullisme de guerre, un gaullisme de progrès de 1958 à 1969. C'est un néo-gaullisme avec des interrogations nouvelles, en particulier sur les questions internationales. C'est pour ça que moi j'ai pris le parti dans mon livre de dire que il était difficile de faire subsister après 1995, c'est-à-dire après la victoire présidentielle de Jacques Chirac, le gaullisme plus loin, parce que le gaullisme, c'est d'abord l'homme et ses héritiers directs. Et plus on avance dans le temps, moins on est légitime à se réclamer de ce gaullisme. Donc, à titre d'espèce de synthèse de ce que je viens de dire, je pense que le gaullisme originel n'existe plus, puisqu'il n'a plus de défenseurs. Le principe et le concept gaulliste, lui, continue de vivre à travers d'autres mouvements du centre et de la droite. Très bien. Pour en revenir à l'avant-dernière question que vous avez posée avec Pompidou, fossoyeur du gaullisme, à lire votre ouvrage, on pourrait presque croire que les deux fossoyeurs du gaullisme, vous avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est Giscard et Chirac. Est-ce que vous validez cette analyse ou c'est excessif ou au contraire, non, non, c'est très bien? Alors, je la valide pour partie. Je la valide pour partie parce que je pense effectivement que la posture politique, mais aussi la posture présidentielle, dans son parcours, dans l'image qu'il a donnée, dans sa pratique des institutions de Valéry Giscard d'Estaing, a été une forme de disparition progressive du gaullisme. Avec Valéry Giscard d'Estaing, la France a tourné une nouvelle page de son histoire. Il y a eu un nouveau rapport à l'histoire, au pouvoir, aux institutions, à la société, à travers lesquelles la page du gaullisme s'est tournée. Je suis plus nuancé sur Jacques Chirac parce que je pense que la trahison de 1974, quand il refuse de soutenir Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre candidat de son parti, pour lui préférer Valéry Giscard d'Estaing, il participe à une forme d'effondrement de la famille gaulliste. Et pendant très longtemps, pendant 20 ans, 30 ans, il va être vu comme le fossoyeur du gaullisme, pour reprendre cette expression, ou en tout cas un des hommes qui ont fait perdre la droite gaulliste et pompidolienne. Et en même temps, en quittant l'hôtel de Matignon et en se posant comme challenger, pour prendre un mot britannique, à Valéry Giscard d'Estaing, en créant le RPR, en étant candidat en 1980, en redevenant Premier ministre en 1986, eh bien, Jacques Chirac a redonné vie à cette idée gaulliste. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que ça se voit dans les faits et dans les images. Dans la seconde moitié des années 80, Jacques Chirac remet la Croix de Lorraine sur les affiches du parti gaulliste. Donc, il essaye de reconquérir son public, il essaie de rassembler la droite en justement réactivant le thème et la mythologie La symbolique. du gaullisme, la symbolique du gaullisme. Il y a eu une excellente politologue à Sciences Po qui s'appelle Florence Hegel, qui a écrit pendant plusieurs années des textes sur la sociologie de la droite française, notamment du RPR. Elle a une citation que je reprends, je crois d'ailleurs, à un moment dans le livre, qui est
le gaullisme, c'est un père fondateur, le général de Gaulle, et puis un acte fondateur, un acte mythique, l'appel du 10 juin. Et donc, il y a presque un aspect christique au gaullisme. Il y a une dimension religieuse avec ses symboles. Et Jacques Chirac, lorsqu'il a ses velléités présidentielles à partir de 86, 88, 95, il va reprendre les grands thèmes du gaullisme, et y compris la dimension sociale du gaullisme. En 95, qui se présente à l'élection présidentielle et qui veut rassembler l'ensemble de la droite gaulliste, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Philippe Séguin et Henri Guénaud de l'aider à aller conquérir ce public du gaullisme social, ces gens qui se situent dans le sillon social du général de Gaulle, et ça va être le fameux thème de la fracture sociale. Tout le monde sait que François Mitterrand a été un des plus farouches et un des plus réguliers adversaires du général de Gaulle. Pourtant, dans votre livre, j'ai découvert une catégorie politique que je ne connaissais pas, c'est les gaullistes mitterrandiens. Est-ce que vous pourriez les définir rapidement, s'il vous plaît? Oui, alors on a parlé tout à l'heure des gaullistes de gauche, qui étaient ces hommes qui, à partir de 1969 et 1974, ne se retrouvent plus dans les candidats et dans les figures politiques de la droite, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing ensuite, et qui estiment être de meilleurs défenseurs de l'héritage gaulliste en travaillant avec la gauche. La même situation se produit en 1981. Lorsqu'au second tour de l'élection présidentielle, François Mitterrand est en position de gagner, un certain nombre des gaullistes, et donc se définissent comme tels des anciens collaborateurs, des compagnons de route, des gens qui ont soutenu le général de Gaulle, qui sont fondamentalement gaullistes, vont soutenir François Mitterrand parce qu'ils trouvent davantage en lui un défenseur et un continuateur de l'action gaulliste que ne l'a été Valéry Giscard d'Estaing. Alors, c'est un vrai paradoxe parce que François Mitterrand s'est d'abord construit politiquement, en particulier sous la Ve République, comme le principal opposant au général de Gaulle. Et en même temps, en ne changeant pas les institutions de la République, en endossant le costume gaullien, François Mitterrand a été un continuateur des institutions gaullistes de la Ve République. Donc, ça explique cette sensibilité qu'ont pu avoir un certain nombre de personnalités gaullistes à François Mitterrand. Étaient-ils encore gaullistes dès lors qu'ils avaient soutenu François Mitterrand? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à chacun d'en juger. En tout cas, moi j'ai trouvé ce vocable de gaulliste mitterrandien pour désigner cet ensemble de personnalités dans lesquelles on peut mettre Jean Charbonnel, dans lesquelles on peut mettre Olivier Stirn, dans lesquelles on peut mettre, toutes choses égales par ailleurs, également Lionel Stoléru, ancien ministre de Giscard, donc plutôt centriste, mais marqué par cette inquiétude sociale et très proche d'Olivier Stirn, lui, ancien ministre pompidolien. Tous ces gens-là vont se retrouver chez François Mitterrand, à la fois parce qu'il y a une dose d'opportunisme politique. C'est ce qu'on appelle l'ouverture politique, qui sera fait notamment à l'époque de M. Rocard et qu'on retrouvera dans différents gouvernements après, la volonté de dépassement, mais aussi parce qu'ils pensaient, eux, ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, me l'ont présenté comme ça, ils pensaient sincèrement être davantage des défenseurs en travaillant avec la gauche. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, je reviens un instant dans le passé juste pour une petite anecdote, mais elle est amusante. En 1968, Edgar Pisani, qui avait été ministre de Georges Pompidou et puis qui a démissionné en 1967 parce qu'il était en désaccord avec la politique du gouvernement par ordonnance, qui ne consultait donc pas suffisamment le Parlement. Et il est député et il fait un discours. Et il fait un discours très critique à l'encontre du gouvernement de Georges Pompidou en disant je ne voterai pas la confiance. Je ne voterai pas la confiance du gouvernement, c'est-à-dire, moi, député gaulliste, ancien ministre gaulliste, je ne soutiendrai pas ce gouvernement dans la crise de mai 68. Et quand on relit le discours d'Edgar Pisani, il est très intéressant pour comprendre justement ces gaullistes de gauche. Que dit Edgar Pisani? Il dit je ne soutiendrai pas votre gouvernement, et quoi que vous en pensiez, et quoi qu'il en pense lui-même, je suis peut-être plus fidèle à l'héritage et à la pensée du général de Gaulle que vous ne l'êtes vous-même. Donc, c'est intéressant de voir que ces gaullistes de gauche, ce ne sont pas juste des âmes perdues qui ont pactisé avec l'ennemi, ce sont des gens qui pensent profondément que le projet gaulliste avait une dimension de gauche et qu'en travaillant avec le personnel politique de gauche, ils font hommage et ils défendent la pensée du général. Oui, de leur point de vue, ils restent fidèles à l'idée originelle et pour eux, il n'y a pas d'esprit de Judas ou de trahison. Tout à fait. Tout à l'heure, au début de notre entretien, où vous avez évoqué, vous avez dit clairement, je m'en souviens très bien, vous avez dit que le gaullisme était un peu un horizon indépassable dans la vie
politique française. Vous avez titré votre livre Gaullisme, Histoire du gaullisme social. Mais n'y a-t-il pas un échec du gaullisme social quand aujourd'hui on parle politique avec des gens divers et variés, et notamment avec des gens qui sont plutôt impliqués ou qui s'intéressent à la politique, aux histoires des idées politiques, que la dimension sociale reste toujours attachée à la gauche. Alors, de votre point de vue, le gaullisme est plutôt un mouvement à droite pour les raisons que vous avez expliquées, pour des raisons anthropologiques, sociales, politiques par rapport au parcours des uns et des autres avant la guerre. Mais est-ce que ce n'est pas dérangeant qu'un mouvement qui a autant fait de votre point de vue pour la question sociale, lorsqu'on dit social, on ne pense jamais à la droite et pas forcément à De Gaulle, mais on pense plutôt à la gauche, aux socialistes, aux communistes, etc. Qu'en pensez-vous? D'abord, l'histoire des idées politiques, elle se fait sur le temps long. Je reviens sur cette question dans mon introduction et je rappelle que ce classement à gauche des grands combats sociaux, il peut remonter jusqu'à 1789, jusqu'à la Révolution, mais c'est aussi plus tard le Front populaire, c'est aussi le Conseil national de la résistance. Donc, on ne peut pas, à l'appui seulement d'une quinzaine d'années politiques de pouvoir effectif, après la Libération et puis dans les années 50 et 60, espérer que le combat social du général de Gaulle remette au centre de l'échiquier la défense des acquis sociaux. Reste qu'il a vraiment existé, et en particulier grâce au concours du général de Gaulle, une droite sociale en France qui existe encore aujourd'hui à travers un certain nombre de personnalités qui se réclament justement de cet héritage gaulliste en disant la droite sociale, elle trouve ses racines les plus profondes dans cette inquiétude sociale du général de Gaulle. Mais vous avez raison de dire, et d'ailleurs, on parle parfois de gaullisme de gauche. J'ai tout à l'heure précisé le distinguo que je faisais, mais il y a dans la sphère publique, dans un certain nombre d'articles de journaux, y compris dans des travaux de certains historiens, un mélange entre gaullisme de gauche et gaullisme social. Parce que quand on dit social, on pense tout de suite à gauche. Et donc, on ne définit pas la question du progrès social, de l'inquiétude sociale du général de Gaulle et de son entourage comme une question de société, on la définit comme une question de gauche. C'est ce qui amène aussi à la difficulté de classement du gaullisme. Alors, on peut se dire, avec le général de Gaulle, que le gaullisme, c'est le dépassement des clivages. Donc, finalement, il fallait bien un petit peu de dimension sociale pour expliquer ce dépassement des clivages, pour aller à la conquête des électeurs de gauche, pour parler au monde ouvrier. Pourquoi le général de Gaulle, en 1947-1948, insiste sur cette idée sociale, notamment sur une idée qu'il appelle l'association capital-travail, qu'il emprunte à un penseur du XIXe siècle qui s'appelle Frédéric Leflay et qui veut qu'une société heureuse, c'est une société qui a une économie reposant sur l'association entre le capital, le patron et le travail, l'employé. Et que ce n'est pas seulement un rapport de dominant à dominé, c'est un rapport d'entente, d'osmose, d'unité. Pourquoi il insiste autant sur ça après la guerre? Parce qu'il veut aller parler à un électorat particulier, l'électorat ouvrier, qui est très largement marqué à l'époque par le communisme, par une adhésion au Parti communiste. Et il se dit, moi, mon parti ne peut pas s'adresser qu'à la population électorale de la droite, il doit aussi s'adresser à la population électorale de la gauche. Donc, il faut parler à ces électeurs et il faut développer un discours social pour convaincre ces électeurs que mon projet, c'est le général de Gaulle qui parle, son projet gaulliste est un projet de dépassement et un projet qui emmène toute la société. Une petite question politique, si je puis dire, en tout cas un peu plus politique que les précédentes. Lorsque Jacques Chirac évoque son fameux thème de la fracture sociale, est-ce qu'il retrouve des accents gaulliens ou pas du tout? Oui, alors moi j'en suis profondément persuadé. Et là encore, comme toujours en politique, il y a une conviction profonde et il y a une part de calcul politique. La conviction profonde, c'est que le parcours de Jacques Chirac, c'est d'abord celui d'un radical socialiste. Les Corésiens, et il est disparu maintenant, mais Jean Tignac vous le dirait bien, c'est quelqu'un qui a un regard acéré et une vraie conviction que le progrès économique doit être doublé d'un progrès social. Donc, ce retour à la doctrine gaulliste, ce retour à un président ensemblier, rassembleur, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de Jacques Chirac. Et en même temps, il y a aussi une forme de calcul politique. En 1995, lorsque se présente Jacques Chirac, il a un challenger à droite, Édouard Balladur, Premier ministre,
chantre de la privatisation et par ailleurs incarnation de la droite libérale. Et donc, pour se construire face à cet adversaire, il a besoin de développer un discours différent. D'où le retour au discours gaulliste, d'où le retour au discours de la droite sociale, qu'il emprunte au général de Gaulle, qu'il emprunte à Philippe Séguin, qui du coup soutient Jacques Chirac dans cet effort face à Édouard Balladur. Donc, oui, pour moi, la posture, d'abord dans la guerre interne, puis dans la présidentielle de Jacques Chirac en 1995, elle emprunte assurément aux gaullistes parce qu'il y a cette conviction et aussi parce qu'il y a une situation politique et donc un jeu de rapport de force entre les différents candidats de la droite. Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais je l'avais prévu, donc je vais quand même vous la poser, même si vous avez déjà longuement euh, oui, vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que le gaullisme est mort avec son fondateur? C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, contrairement à d'autres doctrinaires, sans parler forcément de chefs d'État étrangers ou français, mais il n'y a pas un livre de doctrine du général de Gaulle. Vous avez dit aussi un autre point qui est très intéressant. Vous avez dit les questions aujourd'hui géopolitiques, environnementales, sociales en France, la très grande majorité des grandes questions d'aujourd'hui ne se posaient pas à l'époque du général de Gaulle. Donc, dans ces conditions, est-ce que c'est pertinent? Enfin, il y a deux aspects. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quand même pertinent de se revendiquer d'une pensée qui finalement ne répond pas, et qui, pour cause d'antériorité, qui ne répond pas en fait aux grands enjeux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si se dire gaulliste, c'est simplement cette fameuse idée de la France, transcender les clivages et la souveraineté, l'indépendance nationale, c'est un petit peu mince. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer en fait que le gaullisme, un peu comme le bonapartisme, est mort avec Napoléon III et que le gaullisme s'éteint à Colombey? Alors, moi, je pense que c'est la thèse de ce livre. On peut être d'accord ou pas d'accord, hein. Je pense que le gaullisme est entré dans une phase de mise en sommeil entre 1969, 1970 et 1995. Donc, je fais vivre au gaullisme 25 ans de plus, un beau quart de siècle, que la disparition politique du général, parce que, et j'y reviens tout à l'heure, il y a encore des gens qui ont vécu l'aventure gaulliste, au sens aventure de la France libre, aventure du RPF, aventure du pouvoir gaulliste. Et donc, ces gens-là font vivre une mémoire du général de Gaulle, de ce qu'il aurait voulu. Et ce sont des gens qui l'ont suffisamment connu ou qui ont suffisamment œuvré à l'action gaulliste pour expliquer une légitimité de leurs propos. Donc, c'est en cela, je suis d'accord avec vous, en fait, le gaullisme s'éteint d'une certaine manière en 1970 lorsque disparaît le général et survit à travers un certain nombre d'artifices jusqu'en 1995. Moi, je trouve en 1995, c'est une des conclusions de ce livre, donc spoiler ahead pour nos amis auditeurs qui voudraient ne pas découvrir la conclusion avant l'heure, je trouve en 1995, dans la victoire de Jacques Chirac, mais dans le souhait d'écarter Philippe Séguin et de choisir Alain Juppé pour Matignon, une forme d'abandon des derniers codes du gaullisme. Finalement, on met de côté cette racine du gaullisme, cette racine sociale qui avait permis la victoire de 95, et donc le gaullisme est plongé dans une forme de léthargie. Moi, je parle de coma dans la conclusion du livre. Je choisis le mot coma à dessein parce que le gaullisme en tant qu'idée n'est jamais mort. Il a continué à exister, mais en tant que corps, il est maintenant léthargique et il n'existe plus qu'à travers un souvenir particulier. Alors, y a-t-il encore un gaullisme aujourd'hui? Il y a en tout cas un grand nombre de personnalités politiques qui se revendiquent à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Jean Castex, Gérald Darmanin, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan et même Arnaud Montebourg sur l'aile gauche. Donc, ça montre la vitalité de la mythologie gaulliste au sens du symbole politique du gaullisme. Quant à dire si ces personnalités portent le projet gaulliste au sens projet politique, ben, vous l'avez dit, le souci politique du général de Gaulle, ses inquiétudes, les réformes qu'il a portées, elles répondaient à une époque. Et l'époque n'est plus la même. On est maintenant 50 ans après la disparition du général de Gaulle. Alors, quelques questions avaient commencé à apparaître, ce qui fait que pour moi, le gaullisme a une vraie vitalité en cela que les orientations générales méritent encore d'être posées aujourd'hui. Vous parliez de la question écologique. Très intéressant, la question écologique. 1965, le général de Gaulle fait voter une loi sur la protection de l'eau.
Donc, on n'est pas dans la réflexion moderne sur le mix énergétique, nucléaire ou éolien, on n'est pas dans la réflexion moderne sur l'érosion de la biodiversité, mais il y a en tout cas une première tendance de souci de la nature, de souci des paysages, de souci de protection du patrimoine, et donc notamment du patrimoine naturel, qu'on trouve chez le général de Gaulle. Ça veut dire qu'il a fixé des grands concepts, des grandes lignes stratégiques qui peuvent être utilisées, qui peuvent rester des références aujourd'hui, mais ça veut dire aussi, et j'insiste sur ça, qu'il ne faut pas lire l'histoire du gaullisme et les principes gaullisme comme une réponse toute faite à des problèmes contemporains. Oui, comme une espèce de catéchisme gaulliste appliqué à la politique. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, j'ai une dernière question, je suis entre guillemets obligé de vous la poser et on finira là-dessus si vous le voulez bien. Est-ce que notre actuel président de la République, Emmanuel Macron, peut-on le considérer comme un gaulliste? Alors, je crois d'abord que, et ça ramène à l'introduction que vous citiez tout à l'heure, tous les présidents de la Ve République, dans leur adoption des institutions, qui sont des institutions profondément gaullistes, pensées, imaginées, construites par le général de Gaulle, les différents présidents sont devenus gaullistes par leur pratique des institutions et par leur adoption du modèle gaulliste des institutions. Donc, Emmanuel Macron est donc gaulliste tout autant que l'étaient avant lui François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ou Georges Pompidou en adoptant les institutions gaullistes. Ensuite, on a un président de la République qui a, tout au long de son quinquennat, été très sensible à la politique de la mémoire, en rendant un certain nombre d'hommages, en consacrant une année entière mémorielle au général de Gaulle, et puis plus récemment en participant aux commémorations sur la disparition du dernier des compagnons de la Libération, Hubert Germain, sur le cercueil duquel il dépose une croix de Lorraine. Donc on a une dimension symbolique du gaullisme qui est réactivée par Emmanuel Macron. Donc dans le respect des institutions, dans leur pratique et dans l'évocation de symboles et de mots-clés, de dates, de références au gaullisme, oui, il est fait évidemment référence. Quant à savoir s'il est gaulliste dans l'application de son programme politique, là, c'est à chacun, c'est un débat moderne et ce n'est pas à l'historien de décerner une forme de brevet de gaullisme, mais c'est à chacun de voir si on peut trouver ou non dans son programme économique et social une réponse ou une reprise à ce que le général de Gaulle a fait à son époque. Moi, je crois, et je reviens à la réponse que je vous donnais à la phrase précédente, que le gaullisme, c'est d'abord des grandes directions. Et donc, c'est difficile de dire aujourd'hui si un homme de droite, de gauche, qui soit président ou candidat, est gaulliste. On peut répondre à la question, s'inspire-t-il du gaullisme? Et là, j'y réponds oui, c'est le propos que je viens d'avoir avec vous, comme d'autres personnalités. Quant à savoir s'il est gaulliste, je crois qu'on est dans un faux débat qui est le même que ceux qui s'interrogent qu'aurait fait le général de Gaulle face à telle ou telle situation. En réalité, il ne les a pas connus et ce n'est pas à l'historien ou à l'homme politique de réinventer ce qu'aurait pu faire, finalement, de faire de la fiction historique. Du chrony, oui. Eh bien, écoutez, Pierre Mananti, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Donc, Histoire Merci à du vous. gaullisme, préface d'Hervé Guémard aux éditions Perrin. C'est vraiment un livre très, très intéressant. Je vous remercie pour cet entretien et à très bientôt. Merci à vous et bonne lecture à tous.